Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mechapod. Comme vous avez vu dans le titre, l'épisode de cette semaine parlera de la mythique histoire de la légendaire Ford Mustang. Comme d'habitude, je vous rappelle que je posterai dès le lendemain de la publication de l'épisode des photos sur les réseaux sociaux ainsi que dans la partie blog du site internet. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également renseigner votre adresse mail sur le site internet afin d'être informé de la publication des nouveaux épisodes. J'ai également créé récemment une chaîne WhatsApp nommée Mecapod Podcast sur laquelle vous retrouverez les actualités et informations du podcast. Le lien est disponible sur ma page Facebook ou alors n'hésitez pas à me faire un message privé afin que je vous l'envoie. Bienvenue sur Mecapod, le podcast des passionnés de mécanique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de Ford. Créée en 1903 à Détroit par Henry Ford, elle connaît des débuts difficiles, mais Henry a énormément d'idées et en 1908, le succès est au rendez-vous avec la sortie de la Ford T. La marque évoluera jusqu'en 1914 avec la création de la première chaîne de montage. Puis, la société participera à l'effort de guerre comme une grosse partie de l'industrie américaine. Dans les années 20, ils produiront des avions trimoteurs. La marque grandira dans les années 30 et 40 avec des ouvertures d'usines et en 1937, la production de la 25 millionième voiture. Durant la Seconde Guerre mondiale, Ford participera à l'effort de guerre, mais cette fois pour les deux camps. Mais nous en reparlerons dans un épisode dédié à la marque. La marque continue sa progression jusque dans les années 1960 et la création d'une légende, la Mustang. On connaît tous ce véhicule de légende, mais connaissez-vous son histoire? Tout commence à la fin des années 1950, alors que le tonnerre gronde au sommet de la hiérarchie de la Ford Motor Company. Tout le monde se bat pour le pouvoir. Un homme arrive alors, Lee Iacocca, jeune homme brillant qui rêve de dépoussiérer la marque à l'Oval, alors deuxième constructeur mondial, mais qui malgré tout souffre d'une réputation de vendre des voitures à papa, telles que la populaire Ford Falcon. Mais pour arriver à ses fins, il va devoir naviguer dans l'ombre pour se défaire de certains dirigeants de la vieille école et très conservateurs. L'idée de Iacocca était de sortir de cette image de pépère tranquille. Après tout, l'Amérique a gagné des guerres. La génération baby-boom est en âge de consommer et la jeunesse américaine aspire à plus que les traditions et le train-train quotidien. Sa vision est simple, que son nouveau véhicule inonde les rues comme l'a fait la coccinelle de Volkswagen en Europe. Lee Iacocca n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le directeur général de Ford. En 1962, un concept car est réalisé en moins de 3 mois. Une petite barquette avec moteur central, châssis tubulaire et carrosserie en fibre de verre. Elle a déjà un nom qui déchire, Mustang. Certaines sources, comme le site automobilesportif.com, indiquent que ce nom aurait été suggéré par John Najjar, alors directeur styliste de la marque, en référence à l'avion de chasse P-51 ayant pour surnom Mustang. On est alors loin de l'image du mythique cheval sauvage de l'Ouest américain. Les livres historiques de Ford indiquent cependant qu'il s'agit bien d'une référence aux chevaux et à la conquête de l'Ouest. C'est d'ailleurs pour cela que la Mustang est la seule à avoir son propre logo et que le cheval se dirige vers la gauche pour l'Ouest. Le 8 octobre 1962, ce concept car fera l'ouverture du Grand Prix de Watkins Glen pour la parade avec à son volant Dan Gurney, une étoile montante de la Formule 1 et des courses d'endurance à cette époque. Ce prototype est équipé d'un moteur V4 de 100 chevaux bien connu en Europe puisqu'il équipe la Ford Taunus. Ce coup de pub propulse Ford comme une marque jeune et dynamique. Malgré ce coup de pub, ce concept car est loin des attentes du public avec ses 2 places. Henry Ford II fait confiance à Lee. Il lui laisse jusqu'au 9 mars 1964 pour présenter son nouveau modèle ainsi qu'une enveloppe de 40 millions de dollars et la possibilité de constituer l'équipe qu'il veut. Sympa le patron. Iacocca ne tardera pas et engagera une pointure du design, Dave H., créateur de la Cougar. Le châssis, ainsi que le moteur V8 de 4 litres 2,
seront ceux de la Falcon modèle Sprint. Ce moteur sera une option avant de devenir la norme. Le choix de prendre des pièces de plateformes déjà existantes permet de réduire drastiquement les coûts afin de proposer un véhicule abordable comme l'est la Cox en Europe, afin de s'assurer que la clientèle jeune sera en mesure de s'offrir ce bolide. Le 3 octobre 1963, toujours sur le circuit de Watkins Glen, une version au look futuriste est présentée. Toujours en octobre, la presse est conviée à Dearborn, le siège social de Ford, pour la présentation du concept qui est une voiture pour tout le monde avec 4 places, avec des options de personnalisation, le tout avec un tarif imbattable. En novembre, le nom de Mustang est confirmé. Arrive janvier 1964. La presse est de nouveau conviée pour une première prise en main et une soirée hollywoodienne avec tout le gratin est organisé pour finaliser la présentation de la belle. Le 13 avril, 75 modèles sont présentés à la presse pour effectuer un périple de 980 km entre New York et Dearborn. La couverture médiatique est exceptionnelle, mais le public ne connaît pas encore le prix de cette Mustang. Il ne sera donné que 3 jours plus tard. Elle sera alors affichée au tarif de 2368 $ de l'époque, ce qui correspond à environ 24 300 $ d'aujourd'hui. Dès le lendemain, les concessions sont prises d'assaut par les clients. C'est le 17 avril que Ford choisit de lancer officiellement la bête. Elle sera offerte pour cette année 1964,5 pour les puristes, en coupé hardtop et en cabriolet, avec comme motorisation un 6 cylindres en ligne de 2,8 litres et en option le V8 de 4 litres 2 ou un 4 litres 7. D'ailleurs, Ford offrait de nombreuses possibilités de personnalisation, ce qui permettait à chacun d'avoir sa propre version, sa propre Mustang. Cette stratégie marketing, ainsi que son prix, dû à l'utilisation d'éléments provenant d'autres plateformes, lui permettra de concurrencer efficacement la Plymouth Barracuda, sortie seulement 2 semaines plus tôt. 22 000 Mustangs seront vendus dès le premier jour, un record dû à son tarif. Elle est même moins chère qu'une coccinelle. Son look et ses possibilités de personnalisation en feront un véhicule attractif. Une série limitée Indianapolis 500 Pace Car, blanche à bande bleue, sera produite à 185 exemplaires. Iacocca et son équipe avaient estimé les ventes à 100 000 exemplaires par an. Ils en produiront 417 000 la première année et le million d'unités sera dépassé l'année suivante en 1966. Un record qui restera longtemps inégalé au rayon des voitures de sport. Toutes les Mustangs produites en 1964 étaient reconnues comme une année modèle 1965. Les collectionneurs, les puristes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nommeront les modèles produits d'avril au 31 juillet 1964, les vrais premiers modèles, 1964 et demi, pour refléter les caractéristiques différentes des voitures produites à partir du 1er août 1964 et qui seront, elles, des modèles 1965 avec des caractéristiques légèrement différentes. Parlons maintenant des diverses générations de Mustang. Pour détailler l'intégralité et faire le détail de chaque modèle, il me faudrait faire un épisode de 2 ou 3 heures. Alors je vais rester dans les grandes lignes en incluant quand même pas mal de détails pour chaque génération. Commençons par la première dont nous avons déjà pas mal parlé. Elle était initialement proposée en 2 versions, un coupé et un cabriolet. Mais dès 1965, une version Fastback, aussi appelée Sportroof, sera proposée. Ce modèle est équipé d'un toit presque prolongé jusqu'au coffre. Un dénommé Carroll Shelby fera son apparition, déjà père des mythiques Cobra. Ce dernier a eu pour mission de transformer la Mustang en bête de course pour aller courir sur les circuits. Ce sera chose faite et en découlera 2 modèles, la Mustang GT 350 et la GT 500. Ford sortira aussi sa propre version piquante avec la Boss 302. Une boîte manuelle 4 rapports fera son apparition dans la liste des options en 1967 avec un premier lifting. En 1969, la Mustang passe de la Pony Car à la Muscle Car. 1970 marque l'année de la génération de la finition Fastback,
pour les trois types de carrosserie est la disparition des fausses prises d'air latérales. Les faces avant et arrière sont une nouvelle fois redessinées en 1971, millésime marqué par l'arrivée d'une nouvelle version ultra sportive, la Mach 1. Côté technique, la Mustang Mark 1, les motorisations varient du 6 cylindres en ligne de 2,8 litres, produisant 101 chevaux, à des V8 puissants allant jusqu'aux 7 litres de 375 chevaux dans les versions Boss 429, qui font passer la Mustang dans la cour des muscle cars. Les multiples versions Shelby, les GT350 avec le moteur V8 4 litres 7 et le GT500 avec le moteur V8 de 7 litres, mais aussi les rares GT500 KR pour King of Road incarnent l'excellence de la Mustang Mark I en termes de performance et de sportivité. Plus de 2,9 millions de Mustangs seront produites, toutes versions confondues, de 1964 à 1973. La deuxième génération sera proposée de 1974 à 1978. Elle dut s'adapter à la crise pétrolière et aux nouvelles réglementations en termes de pollution, mais aussi à l'augmentation des primes d'assurance. Elle sera restylée et perdra en taille. Elle utilisera la base de la plateforme Pinto et Capri que nous avons en Europe. La Mustang Mark II mise sur l'économie de carburant, des émissions réduites et le confort. Elle s'adapte aux attentes du marché malgré qu'elle déçoive certains amateurs de performance brute. En effet, Ford a décidé d'abandonner le gros V8 pour un 4 cylindres 2 litres 3 et en option un V6 de 2 litres 8. Cette Mustang revient aux sources, une voiture abordable, économique, avec un gabarit restreint, chose qui avait été quelque peu perdue avec les Mark I à partir de 1969. Le V8 sera réintroduit dès l'année 1975 avec un 5 litres de 124 chevaux en option. Des versions sportives seront offertes avec la Cobra II et la King Cobra. Elles seront boudées par ces moteurs moins puissants que les précédentes versions. La V8 sera reboostée en 1976 avec 136 chevaux, puis en 1976 et 77, il atteindra 141 chevaux. Pas vraiment de quoi faire bondir les chevaux et loin des modèles 1970 avec leur V8 Boss de 7 litres qui possédait 407 chevaux. Lee Iacocca avait pourtant vu juste, car la première année, elle s'écoulera à 385 993 exemplaires pour atteindre 1 107 718 exemplaires pour 4 années de production de ce millésime. Bien que boudée des collectionneurs pour son look moins sport, elle aura été un succès commercial et aura su s'adapter à ce marché très complexe. La Mustang MK3 sera dévoilée en septembre 1978. Elle crée un véritable choc. Cette année-là, Lee Iacocca est évincé et il prend la direction de Chrysler, alors en faillite. Mais revenons à nos moutons. La Mark II, bien que différente, reprenait des caractéristiques de la Mark I. Mais là, tout change. La nouvelle plateforme, dénommée Fox, provient de la Ford Fairmont et de la Mercury Zephyr. On la retrouve aussi dans la Mercury Cougar, la Ford Thunderbird et aussi la Mercury Capri, qui est d'ailleurs la sœur presque jumelle de la Mustang. Cette plateforme est aussi celle utilisée en Europe sur la Ford Escort. Comme je le disais, tout change. Elle est plus anguleuse, plus grande, plus légère, plus spacieuse et surtout, elle a un look actuel pour l'époque. Elle aura aussi un record de longévité puisqu'elle sera au catalogue de 1979 à 1993, soit plus de 10 ans. Elle perd beaucoup d'éléments stylistiques de ses sœurs, y compris le logo qui migre de la calandre au capot, puis disparaît dès 1983. Alors, pas totalement, puisqu'il fera quelques apparitions dans l'habitacle. Cette série Mark III se distingue en deux générations. La série 4 phares de 1979 à 1986 et la série Aero de 1987 à 1993. Côté design, la cabriolet fait son grand retour et sans arceau en 1983. Côté mécanique, les moteurs sont repris de la Mustang précédente. On y retrouve le 4 cylindres 2 litres 3 de 89 chevaux, ainsi que le V8 4 litres 9 de 142 chevaux sur la Mustang Cobra, en passant par une version V6 2 litres 8 de 111 chevaux
qui sera très vite supprimé du catalogue. Un moteur 6 cylindres en ligne 3 litres 3 de 90 chevaux sera également proposé. Il passera à 5 litres en 1982 sur la version GT qui devient l'emblème de cette génération. Le V8 est downsizé à 4,2 litres en 1979. Après avoir été retiré du catalogue, une version turbo fait son grand retour en 1984 avec la Mustang SVO. On aura donc un 4 cylindres 2 litres 3 turbo de 177 chevaux. Ce retour était attendu par les amateurs de technologie et d'efficacité. En 1986, le carbu est abandonné au profit de l'injection pour répondre aux normes de pollution qui se durcissent petit à petit. Ford reprend le destin et le patrimoine sportif de la Mustang en main et décline dès les années 80 diverses variantes musclées. La GT en 1982 avec son V8 5 litres de 157 chevaux, la SVO en 1984 équipée du 2 litres 3 turbo de 177 chevaux et le SVT pour Special Vehicle Team, pas la matière au collège, en 1993, qui sortira deux versions de Cobra. Une Cobra avec carrosserie spécifique et train roulant revu, mais surtout un V8 5 litres HO pour haut rendement, développant 235 chevaux grâce à une culasse de GT40, un échappement plus libre, une admission revue, un arbre à cam et des culbuteurs améliorés, boîtier moteur et courroie de distribution améliorée. Côté châssis, les suspensions proviennent de chez Tokiko et elle est équipée de 4 freins à disque. La suspension se veut confortable malgré tout pour la route, selon les souhaits du concepteur. Mais ce n'est pas fini. Une version Cobra R sera produite à 107 exemplaires, toute rouge étincelante. Elle sera équipée du même moteur que sa petite sœur, mais sera revue niveau châssis avec des suspensions Koni, des ressorts A-bar et des barres stabilisatrices plus épaisses, des disques et étriers plus imposants et des jantes en 17 pouces identiques à la Cobra mais peintes en noir. Elle était destinée à rouler sur circuit. Alors, dehors la clim, la radio, les vitres électriques, les banquettes arrière et certains éléments d'insonorisation. Mais vous vous en doutez bien, sur les 107 exemplaires vendus en 4 heures le 15 avril 1993, très peu d'entre eux ont réellement vu un circuit un jour. On notera aussi que cette troisième génération de Mustang verra naître une version SSP, équipée d'un V8 5 litres de 175 chevaux avec suspension sport qui sera produit tout spécialement pour les Interceptors de la police américaine. Cette voiture de police puissante surprendra plus d'un pilote amateur. Cette Mustang Mark III sera vendue à près de 2,6 millions d'exemplaires durant sa longue carrière. En 1989, Ford présente une Mustang Pro B, un concept car traction avant sur une plateforme de Mazda. Elle jure totalement avec le style de la légende. À peine la rumeur commence à se répandre que Ford reçoit déjà des milliers de courriers de plainte. Ford fera alors marche arrière et sortira la Pro B comme un modèle propre et non comme une déclinaison de Mustang. On arrive doucement à la Mustang Mark IV, proposée de 1994 à 2004. Pour son 30e anniversaire, la Mustang se fait une beauté. On part d'une feuille blanche et on change tout. D'abord le style. Carrosserie au style bio-design, plus japonais car très en vogue à cette époque aux États-Unis. Sur la base Fox toujours mais réactualisée. Elle sera proposée en cab ou fastback uniquement. Le design est innovant et ramène quelques détails du passé. L'emblème du cheval fait son retour sur la calandre et les prises d'air latérales avec découpe sur tout le côté font leur apparition. Le train roulant a lui aussi été revu et il est beaucoup plus efficace que la génération précédente. Le train arrière est toujours un train rigide. Côté motorisation, elle sera proposée avec un V6 3 litres 8 de 145 chevaux et un V8 5 litres de 215 ou 240 chevaux. Une Mustang Cobra R sera produite à 250 exemplaires en 1995 avec un V8 5 litres 8 de 303 chevaux. En 1996, le V8 5 litres sera remplacé par un V8 4 litres 6 modulaire offrant jusqu'à 320 chevaux dans les versions Cobra. En 1999, le New Age Design est à la mode chez Ford et la Mustang n'y échappe pas. Elle garde le même gabarit, mais ses lignes sont plus racées, plus anguleuses. Ses optiques de phare la rendent plus agressive et inspirent la puissance. Inspire seulement, pas seulement.
car sous le capot aussi, il y a du changement. En effet, le V8 est poussé à 265 chevaux contre 228 précédemment. Elle sera aussi, dans la version Cobra, équipée d'une suspension indépendante, d'un V8 développant 324 chevaux. On ira même frôler les 400 chevaux sur la version Cobra 2003, équipée pour l'occasion d'un compresseur Eaton qui permettra de sortir 395 chevaux de la bête. Plusieurs séries spéciales seront proposées. On notera la série spéciale Mustang Cobra R 2000, équipée d'un V8 5 litres 4 d'un double Arbracam de 390 chevaux. Elle sera d'ailleurs la première Mustang à être équipée d'une boîte mécanique à 6 rapports. Nous voilà arrivés en 2005. Certains diront l'âge béni, marquant le retour de la Mustang, puisque c'est cette année-là que la légende reprit vie avec cette nouvelle génération, la Mark V. Cette nouvelle génération marque un véritable retour aux sources en s'inspirant clairement des Mark I dans le style comme dans l'esprit. Pour les fans de la marque, c'est comme le retour du Messie. Certains sites internet comme mustangfrance.fr par exemple stoppent l'histoire de la Mustang à la première génération en indiquant qu'entre la Mark I et la Mark V, c'est, je cite, une longue traversée du désert avec des modèles plus fades les uns que les autres, mais répondant aussi aux contraintes de l'époque comme les crises pétrolières et les normes anti-pollution. Il faudra attendre 2005 pour une renaissance du style. Fin de citation. Un concept car sera présenté au Salon de Détroit en 2004. Ce concept a reçu un excellent accueil de la part de la presse et du public. Elle recevra d'ailleurs en 2005 le prix du meilleur design de l'année et du véhicule de l'année remis par l'Association des journalistes automobiles du Canada. Rien que ça. Cette Mustang, d'un style néo-rétro que Ford appellera rétro-futurisme, est musclée et joue sur la nostalgie. Elle reprend les aspects esthétiques de la fastback des années 60, mais bien évidemment remis au goût du jour. C'est aujourd'hui l'une des seules survivantes des muscle cars, les Firebird, Trans Am et autres ayant disparu. Cette Mustang sera proposée en 4 versions, 2 coupés et 2 cabriolets propulsés par 2 moteurs, un V8 de 4 litres, développement 210 chevaux, ainsi qu'un V8 aluminium de 4,6 litres développant 300 chevaux. L'ensemble est complété par une boîte manuelle de 5 rapports, de série, ou d'une boîte auto 5 rapports elle aussi, en option. L'inspiration de son ancêtre est bien là, avec son long capot plongeant et sa partie arrière plus courte. Les phares avant ronds, l'emblème bien au centre de la grille, ainsi que des feux arrière, sont tous les éléments qui indiquent rapidement le type de voiture qui se trouve près de nous. Cette Mark V bénéficie d'un style totalement réussi à l'extérieur. Ford a su s'inspirer du passé tout en ajoutant une bonne dose de modernisme. Malgré le look d'inspiration ancienne, nous sommes bien face à une toute nouvelle Mustang. Ce nouveau V8, nouveau châssis, tout est nouveau. Mais Ford reste fidèle au grand principe de la Mustang voulu par Lee Iacocca. Un moteur avant, de préférence un V8, big block, des possibilités de personnalisation pour tous et surtout un essieu arrière rigide. Ce dernier sera même parfois mentionné comme un élément qui aurait pu être amélioré pour certains. Attardons-nous un peu sur ce V8. C'est Terry Wagner et son équipe qui ont été responsables du développement de ce moteur à simple Arbracam en tête à 90 degrés. Il appartient à la famille des moteurs MOD, qui veut dire modulaire, car ce V8 va de 4,5 litres jusqu'à 6,8 litres selon les gammes. Il est en aluminium. Tous les V8 Ford Mod partagent 40% des composants pour réduire les coûts de fabrication. D'une cylindrée de 4,6 litres, il dispose d'une partie au moteur plutôt moderne avec 24 soupapes, soit 3 par cylindre. Une distribution variable VCT, Variation Time Timing, et une admission revue lui permet une plus grande vitesse de l'air admis ont été intégrés. Il développe une puissance de 300 chevaux à 5750 tours minute, ce qui en fait le moteur V8 le plus puissant des Mustangs de série, si on exclut les versions spécifiques Cobra et autres bien évidemment. Mais en bon V8 américain qu'il est, son couple de 434 Nm lui autorise une souplesse de tous les instants et la possibilité d'arracher la gomme. En 2011, le projet Coyote fera passer le V8 à 5 litres de cylindrée et à 426 chevaux. Cette souplesse est bien utile car la boîte de vitesse manuelle 5 rapports Tremec 3650 offre un levier ultra court à maniement plutôt ferme.
Son couple copieux permet donc de limiter les rétrogradages et de profiter de ce couple, de la puissance du couple, mais aussi du son. Ce V8 recèle de multiples talents. Il convient de s'attarder sur la sonorité du moteur qui vous ramène à la belle époque des muscle cars. Ça glougloute et ça tonne tant que ça peut. Le secret de la réussite, c'est son échappement, tout nouveau. Il est réalisé en acier inoxydable dont le diamètre passe de 5,71 à 6,35 cm, ce qui limite la perte de puissance de 10%. Mais sa force, c'est surtout son étude acoustique qui lui a donné sa sonorité si envoûtante. Très disponible et souple à bas régime, ce V8 s'est entraîné avec entrain et brio la Mustang de 2005. Avec moins de 6 secondes du 0 à 100 et 230 km/h de vitesse max, la Mustang GT 2005 offre des performances à la hauteur de son look. Parlons châssis maintenant. Ford a repris la plateforme de la Lincoln LS afin de minimiser les coûts de production, s'assurer d'économiser en coûts de conception et de fabrication, et aussi, grâce à cette plateforme, d'augmenter de 31% la rigidité en torsion de la nouvelle venue par rapport à la génération précédente. Ces suspensions sont de facture très classique, avec des McPherson avant et à l'arrière, toujours le sacro-saint essieu rigide. Cela peut faire sourire les amateurs d'européennes ou japonaises de voitures de sport, mais Hao Tai-Teng, l'ingénieur en chef de la Mustang de 6e génération, y voit de nombreux avantages. La simplicité de conception, des coûts de fabrication réduits, la solidité et la capacité à supporter un couple élevé. Pour compléter ce châssis et la tenue de route, cette Mustang sera équipée du TCS, Traction Control System, offrant un comportement sécurisant et efficace. Point négatif, le TCS est trop sensible et va vite couper les gaz. Mais bonne nouvelle, il est déconnectable. Bon, sur la route et par temps sec, il est possible de le déconnecter le TCS. En revanche, sous la pluie ou sur route dégradée, le TCS sera votre ami si vous souhaitez rester sur la route. Des modèles emblématiques comme la Shelby GT500 qui ira jusqu'à 662 chevaux, la Boss 302 et la série spéciale Bullitt feront leur retour. Toutes proposées avec des bons gros moteurs et des améliorations principalement esthétiques ou châssis sans pour autant revoir la plateforme. 1,1 million d'exemplaires seront produits, preuve qu'elle aura su séduire par son style et ses performances. La légende est de retour et poursuit sa route. La 6e et avant-dernière génération marque une nouveauté et pas des moindres. Elle sera conçue pour répondre aux exigences des marchés internationaux. Une première, fini les imports parallèles qui coûtent une fortune et qui sont simplement un casse-tête administratif. Une excellente manière de fêter son demi-siècle d'existence. Cette Mark VI proposera deux grandes nouveautés. Enfin, nouveautés. La première arrivée, un moteur 4 cylindres, l'EcoBoost 2,3 litres turbo développant 317 chevaux. Ce moteur est nécessaire pour passer les normes et avoir un grand succès à l'international et notamment en Europe. Seconde grande nouveauté, très attendue cette fois, la suspension indépendante à l'arrière, ce qui améliore considérablement la tenue de route ainsi que la maniabilité. Excite le train arrière rigide. Rassurez-vous, ce petit 4 cylindres n'est pas le seul proposé au catalogue. Aux États-Unis, un V6 est également présenté, ainsi que le V8 5 litres Coyote dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est bien évidemment cette version V8, importée en France elle aussi, qui séduira le plus grand nombre. La nouvelle boîte auto 10 rapports moderne permettra aussi d'attirer une clientèle plus large. En France, elle connaîtra un succès immédiat avec son prix compétitif à partir de 37 000 € dans son modèle EcoBoost. Elle se positionne comme une alternative plutôt exotique et abordable face aux concurrents européens. Elle attire par son design néo-rétro, ses performances brutes et son prix relativement accessible pour un modèle aussi emblématique. De 2015 à 2017, la Mustang sera élue le coupé sportif le plus vendu au monde. En France, en 2017, les ventes chutent de plus de 46% à cause du malus écologique. La phase 2 sort pour le millésime 2018, présenté fin 2017, avec sa calandre agrandie, son capot, son pare-choc et ses phares redessinés. Elle est véritablement sublime. L'arrière est lui aussi revu avec un nouveau pare-choc, un nouveau diffuseur
et des feux arrière redessinés et full LED. Elle se met aussi à jour niveau technologie avec un nouveau système d'infodivertissement, des suspensions magnétiques, un échappement à valve sur certaines finitions et d'autres options intérieures plus actuelles. Le V8 est lui aussi amélioré et passe de 421 à 450 chevaux pour 529 Nm de couple. La version EcoBoost, elle, passe sous la barre des 300 chevaux avec 290 chevaux pour rester dans les critères environnementaux. Elle disparaîtra d'ailleurs des catalogues en 2019. En 2018, une série spéciale fera son apparition pour les 50 ans du film Bullitt, sorti en 1968. Peinture spéciale et détails esthétiques, mais surtout le V8 5 litres porté à 580 chevaux, enfin 460 en France. Autre retour de modèle emblématique, la Shelby GT 350 et son V8 de 520 chevaux, son kit carrosserie et son Cobra sur la calandre, ainsi que sa grande sœur, la GT 500, sera aussi de la partie avec un V8 de 760 chevaux. On notera aussi en 2000 la sortie de la Mustang Mach-E, un SUV 100% électrique qui n'a de Mustang que le nom, selon moi. Nous arrivons à la Mustang Mark 7 sortie en 2022 et toujours d'actualité. Rien de nouveau puisqu'elle reprend la motorisation de la Mark 6 et n'a en évolution qu'un intérieur revu pour être au goût du jour et à la pointe de la technologie. On notera quand même la sortie de la gamme Dark Horse qui sera plus radicale et proposera des modèles homologués ou non qui sont conçus pour faire fondre la gomme. Une version de base est équipée de nombreux accessoires qui accentuent son caractère sportif, comme un différentiel à glissement limité, châssis revu, une barre stabilisatrice à l'arrière, des amortisseurs Mag & Ride adaptatifs, un étrier de frein Brembo à 6 pistons, des étriers de frein Brembo, un refroidissement renforcé, un nouveau radiateur, des renforts de jambes de force et un V8 5 litres développant 500 chevaux aux États-Unis. D'autres versions seront produites, mais seront réservées au circuit. On l'a vu et on en parle depuis plus de 30 minutes maintenant, la Mustang est une véritable légende. Et la culture populaire y est pour beaucoup. En effet, elle fut la star ou le second rôle de nombreux films iconiques. On la voit d'ailleurs dans Les Gendarmes à Saint-Tropez, sorti en 1964. Ce sera la première Mustang au cinéma, juste avant Goldfinger, un James Bond avec Sean Connery. Anecdote sympa, les producteurs voulaient un véhicule qui sort de l'ordinaire, mais le timing était serré entre le tournage et la sortie officielle de la Mustang. Ford envoya alors un modèle de présentation, l'une des premières sorties des usines en mars 1964. La voiture, présente dans Les Gendarmes à Saint-Tropez, est donc une pré-série et non une voiture de production normale. Certains détails comme le volant, le levier de vitesse et le logo sur la calandre sont quelque peu différents que sur les productions finales. Elle sera envoyée via la Belgique. Elle sera équipée de fausses plaques d'immatriculation belge sur le tournage et dans le film, il n'y a pas de plaques mais des numéros peints en rouge qui changent d'ailleurs entre certaines scènes. La production ajoutera une poignée de maintien à l'avant, côté passager, pour permettre aux comédiens de se tenir dans les scènes mouvementées, tout simplement car il n'y a pas de ceinture de sécurité. On peut citer d'autres films emblématiques où la légende est apparue, comme Bullitt, sorti en 1968 avec Steve McQueen, Je suis une légende avec Will Smith en 2007, John Wick de 2014 avec Keanu Reeves, Transformers de 2007, également Basic Instinct de 1992 ou encore Fast and Furious Tokyo Drift sorti en 2006. Et bien évidemment 60 secondes avec Nicolas Cage sorti en 2000. Cette fameuse Ford Mustang Shelby GT500 de 1967, prénommée Eleanor, qui est dans le film de 60 secondes chrono, est un peu le Graal des voitures. Mais en réalité, ce n'est pas une Mustang existante. Le modèle utilisé dans le film est une Mustang Fastback de 1967. Car il faut un bon nombre d'exemplaires pour faire un film, 12 pour celui-ci. Difficile et surtout hors de prix même pour une super production américaine de trouver 12 GT500 et de les faire modifier. La production a donc choisi des fastbacks, moins chers et beaucoup plus faciles à se procurer. Une douzaine d'épaves seront donc récupérées, puis emmenées chez Chip Foose dans son garage Unique Performance, un préparateur américain spécialisé dans les muscle cars. Ce dernier modifiera l'intégralité de ses véhicules pour leur donner ce style unique
et agressif. Il installera un V8 Shelby Super Snake qui développera 580 chevaux et un kit neuf, fictif certes, mais pour les besoins du film et pour le Go Baby Go bouton qu'on avait dessus qui était lui aussi faux bien évidemment. Ce véhicule sera même signé de la main de Carroll Shelby en personne qui donnera même l'autorisation de l'usage de son nom et la reproduction de ce véhicule par la suite. Il est donc aujourd'hui possible de s'offrir, à condition de débourser de 120 à 220 000 dollars sur le sol américain, votre propre Eleanor. À savoir qu'à l'époque, Carroll Shelby, jusqu'à son décès, signait et numérotait les véhicules qui sortaient des ateliers. Sur les 3 modèles roulants, 2 seront détruits durant le tournage et les autres serviront aux prises de vue statiques et à la promotion du film. Revenons à des sujets un peu plus actuels. Les normes environnementales et les décisions gouvernementales ne sont pas en la faveur de la légende. En effet, le malus écologique pour une Mustang GT V8 est de 70 000 euros, portant son prix à 130 000 euros. C'est-à-dire que le malus fait presque doubler le prix de la voiture. Ford souhaite conserver le plus longtemps possible les gros moteurs, les moteurs V8, comme l'indique Jim Farley, l'actuel boss. Je cite, « Beaucoup de nos concurrents sont partis. Si nous sommes les seuls sur la planète à fabriquer une sportive abordable à moteur V8, qu'il en soit ainsi. » Il ajoutera vouloir, je cite, « garder le V8 aussi longtemps que Dieu et les politiciens le permettront. » Fin de citation. On le souhaite vraiment, mais l'hybridation ou l'électrification sera peut-être une solution intermédiaire, comme sur les Dodge Charger ou la Mustang Mach-E, qui reste loin du style et de la philosophie de la Mustang originale. La Mustang est et restera une voiture mythique qui a traversé les âges en se construisant une légende au travers des générations. Que son logo soit inspiré d'un avion de combat ou d'un cheval, ce symbole est devenu une marque à part entière. Sortie depuis plus de 60 ans, elle continue de faire rêver bon nombre de collectionneurs et d'amateurs d'automobiles. On lui souhaite encore une bien longue carrière malgré les changements actuels du paysage automobile. On espère que cette Mustang, incarnant le rêve américain, conjuguant style, puissance et performance, restera cette voiture qui fascine et intrigue depuis des générations. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Mekapod qui est encore à ce jour le plus long. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou autre et surtout de noter le podcast sur les diverses plateformes, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Ça aide vraiment à sa visibilité et c'est vraiment très important. Merci à tous et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Mekapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.